Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des principes talosiens. Aujourd'hui, nous allons explorer la suite de l'Organon d'Aristote, c'est-à-dire le livre 3 et le livre 4, respectivement nommés les premiers analytiques et les seconds analytiques. Si vous n'avez pas vu la première partie consacrée à l'Organon d'Aristote, je vous encourage à aller la voir, car j'y explique la structure que j'ai adoptée pour parler de cette œuvre, et je résume ces deux premiers livres. Avant tout, je tiens à vous prévenir. Ce résumé pourrait s'avérer un peu complexe pour ceux qui débutent en philosophie. En effet, il est difficile de présenter ces deux ouvrages sans aborder les notions essentielles qu'Aristote développe dans ses traités, des notions qui relèvent principalement de la logique. Il sera donc nécessaire de les expliquer en détail et d'illustrer par des exemples. Ainsi, je conseille aux plus déterminés de rester attentifs et de persévérer. Pour les autres, si vous trouvez cela trop ardu, pas d'inquiétude. Un index temporel sera disponible dans la vidéo, vous permettant de passer directement à la conclusion pour en saisir les grandes lignes. Dans les livres 3 et 4, que nous allons voir aujourd'hui, Aristote se concentre sur un type de raisonnement qu'on appelle un syllogisme. Un syllogisme, c'est un raisonnement déductif. En d'autres termes, c'est une conclusion déduite logiquement en partant de ce qu'on appelle des prémices ou des propositions. Un syllogisme repose sur une structure en 3 étapes simples mais fondamentales. Tout d'abord, la prémisse majeure. C'est une déclaration qui est générale et universelle. Exemple, tous les humains sont mortels. Ensuite vient la prémisse mineure. C'est une assertion particulière qui s'appuie sur la majeure. Exemple, Socrate est un humain. Et puis vient la conclusion, c'est la déduction nécessaire découlant des deux prémisses précédentes. Exemple, donc, Socrate est mortel. Au final, nous avons tous les humains sont mortels, Socrate est un humain, donc Socrate est mortel. Cette structure est essentielle pour garantir la validité logique du raisonnement. Dans son ouvrage Premier analytique, Aristote présente une classification systématique des syllogismes. Pour rendre cela plus clair, et pour établir une véritable nomenclature de ces déductions, Aristote a organisé ces syllogismes en 3 grandes figures. Chaque figure correspond à une disposition particulière des termes dans les prémices et la conclusion. Examinons en détail les types les plus importants. La première figure est souvent perçue comme le modèle le plus simple et le plus intuitif des syllogismes. Le terme moyen, que l'on note généralement M majuscule, joue ici un double rôle. Il est sujet dans la prémisse majeure et prédicat dans la prémisse mineure. Pour ne pas encombrer ce résumé, car après tout ce n'est pas une lecture de cours de logique aristotélicienne, mais un résumé d'ouvrage philosophique, nous allons examiner les 3 figures en prenant les 4 syllogismes les plus importants, dont 2 dans la première figure et 1 dans chacune des 2 autres. Présentons les 2 formes de syllogisme de la première figure que j'ai jugées les plus pertinents. Tout d'abord, Barbara. Tous les A sont B, tous les B sont C, donc tous les A sont C. Par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ici, nous avons affaire à une démonstration qui est claire et affirmative. Ensuite, c'est la rente. Aucun A n'est B, tous les B sont C, donc aucun A n'est C. Exemple, aucun reptile n'est un mammifère, tous les serpents sont des reptiles, donc aucun serpent n'est un mammifère. Dans la deuxième figure, le terme moyen devient prédicat dans les 2 prémisses. Cette disposition est particulièrement adaptée pour des raisonnements négatifs ou des exclusions. Voici la forme de syllogisme que j'ai sélectionnée pour la seconde figure. Il s'agit de la forme césarée. Aucun B n'est A, tous les C sont B, donc aucun C n'est A. Exemple, aucun oiseau ne vole sous l'eau, tous les pigeons sont des oiseaux, donc aucun pigeon ne vole sous l'eau. Enfin, la troisième figure, le terme moyen est sujet dans les 2 prémisses. Cela permet de tirer des conclusions partielles à partir de relations générales. Pour illustrer cette troisième figure, j'ai choisi la forme d'Arapti. La forme d'Arapti s'énonce comme ceci. Tous les A sont B, tous les A sont C, donc certains C sont B. Exemple, tous les chats sont des mammifères, tous les chats sont des carnivores, donc certains carnivores sont des mammifères.
En résumé, ces syllogismes sont souvent utilisés pour des démonstrations rigoureuses où il est crucial de montrer ce qui ne peut pas être vrai ou ce qu'il est nécessairement. Pour Aristote, la logique n'est en revanche pas une fin en soi, mais plutôt un outil pour atteindre la connaissance. Il intègre le syllogisme dans une perspective plus large, celle de la démonstration scientifique. Pour lui, les démonstrations doivent reposer sur des prémices vraies et nécessaires. En outre, ces prémices s'appuient sur des principes premiers, ou des axiomes, qui doivent être auto-évidents, voire presque tautologiques, en ce sens qu'ils doivent être admis par n'importe quel individu. Aristote décrit également comment l'esprit humain progresse de l'expérience sensorielle à la connaissance universelle grâce à la perception, en observant les particularités, la mémoire qui nous permet de retenir les observations répétées, l'expérience qui identifie des schémas récurrents, et enfin la science qui nous permet de formuler des concepts universels basés sur ces observations. En fait, ceci est très lié à l'induction. Aristote aborde l'induction dans les premiers et seconds analytiques comme un procédé essentiel pour atteindre les principes premiers, qui sont les fondements de toute démonstration scientifique. Contrairement au syllogisme, qui est la formalisation rigoureuse de la méthode déductive et qui conduit à des conclusions particulières à partir de prémices universelles, l'induction part de l'observation de cas particuliers pour établir des énoncés généraux. Par exemple, en constatant que Socrate, Platon et tous les hommes observés sont mortels, on induit que tous les hommes sont mortels. Dans les premiers analytiques, Aristote distingue l'induction comme une méthode complémentaire au syllogisme. L'induction permet de poser les prémices générales nécessaires au raisonnement déductif, bien qu'elles ne produisent pas de certitude absolue. Dans les seconds analytiques, il approfondit ce rôle en expliquant que les principes premiers, essentiels à la science, ne peuvent pas être prouvés par syllogisme, mais sont atteints par l'induction. Ce processus repose sur l'expérience et la répétition des observations sensibles, qui permettent à l'intellect, donc à nous, de discerner les causes et les essences des phénomènes. Ainsi, bien que moins rigoureuse que le syllogisme, l'induction est indispensable pour établir les bases du raisonnement scientifique et philosophique. Elle fournit les axiomes universels à partir desquels la science peut démontrer et comprendre le réel. Pourquoi, vous demanderez-vous peut-être, Aristote considère-t-il que l'induction est moins rigoureuse que la déduction ou le syllogisme ? La réponse est relativement simple. Dans un raisonnement déductif, il est presque impossible de parvenir à des conclusions fausses, à condition que les prémices soient vraies et que la logique soit valide. En partant de principes universels, le syllogisme garantit un haut degré de certitude. En revanche, l'induction ne permet pas d'atteindre ce même niveau de fiabilité. Elle repose sur l'observation de cas particuliers pour généraliser, mais cette généralisation reste toujours incertaine. Un énoncé qui semble vrai pour certains cas particuliers ne garantit pas qu'il le soit pour tous. Par exemple, observer uniquement des signes blancs, donc des signes, les oiseaux, ne permet pas d'affirmer avec certitude que tous les signes sont blancs. En réalité, c'est même faux, car il existe des signes noirs, ce qui réfute cette conclusion généralisée. En conclusion, les analytiques d'Aristote constituent les fondements de sa logique formelle et de sa théorie de la connaissance scientifique. Dans les premiers analytiques, Aristote introduit et formalise le syllogisme, un raisonnement déductif où une conclusion découle nécessairement des deux prémices. Il détaille les différents types de syllogismes, valides, invalides, etc., et propose une analyse systématique de leur structure et de leur validité. Ce texte est l'acte de naissance de la logique formelle et reste une référence fondamentale dans l'histoire de la philosophie. Les seconds analytiques, quant à eux, se concentrent sur la connaissance scientifique et sa méthodologie. Aristote distingue les prémices nécessaires des simples opinions et montre que la science repose sur des démonstrations déductives tirées de principes premiers. Ces principes doivent être certains, vrais et directement intuitifs. En somme, les premiers analytiques explorent la structure du raisonnement, tandis que les seconds analytiques appliquent cette structure à la recherche de vérités universelles et nécessaires, créant ainsi une méthodologie scientifique avant l'heure. Ces deux ouvrages forment la base de la logique et de l'épistémologie aristotélicienne, influençant des siècles de pensée philosophique et scientifique. Pour ce qui est de mon avis concernant ces deux livres, je vais être franc. Quand j'ai lu les premiers analytiques d'Aristote, j'ai vraiment eu du mal à les terminer. Ce n'est pas que le contenu soit inintéressant, au contraire,
Mais le problème, c'est qu'Aristote s'attarde longuement, parfois bien trop longuement, sur chaque forme et chaque figure du syllogisme. Il les détaille une par une, ce qui devient rapidement répétitif et, pour être honnête, un peu pénible à lire au bout d'un moment. C'est comme s'il voulait s'assurer que rien ne soit laissé de côté, mais ça rend la lecture assez laborieuse. En revanche, les seconds analytiques m'ont beaucoup plus plu. Aristote s'éternise moins sur des aspects formels et passe davantage à des exemples concrets. Et ça, de mon point de vue, ça change tout. Les concepts deviennent plus clairs et on voit mieux où il veut en venir. Ce qui était un peu abstrait et indigeste dans les premiers analytiques devient ici beaucoup plus accessible et pour moi beaucoup plus intéressant. Par conséquent, si vous avez du mal avec les premiers analytiques, ce qui sera totalement justifié, je vous encourage vraiment à persévérer jusqu'aux seconds analytiques, car selon moi, ça en vaut la peine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de résumé d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!